à tous et bienvenue à vous sur Médiane TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et on y va pour le sommaire, à commencer par l'aliment de la semaine et c'est plutôt l'aliment du mois, l'œuf aujourd'hui pour en savoir un peu plus dans quelques instants. Ensuite, les managers, vous êtes conscients de l'importance d'une bonne gestion de vos équipes, mais comment savoir que vous êtes un bon manager? Eh bien, on en parlera aussi dans un petit moment. Tous les samedis, nous avons le bonheur de recevoir une femme d'exception, une femme inspirante, un modèle d'engagement. Aujourd'hui, Fadel Al-Gadi est avec nous. Et puis pour finir, une grossesse à risque, qu'est-ce que c'est au juste? Un gynécologue est là pour répondre à la question. Merci à toutes et à tous d'être là. Je retrouve mes invités et on débarque, on y va. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi de recevoir les invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui, d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout et de répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Allez, je vous les présente sans plus tarder. Fadel Al-Gadi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous êtes, on va dire, une grande styliste à l'international. Vous avez plusieurs showrooms au Maroc, un magasin en France et vous avez fait vos premiers grands pas avec le grand Yves Saint Laurent. Merci beaucoup d'être là. Et vous avez également monté une école de broderie à Salé, votre ville d'origine. On va en parler dans un petit moment. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Et puis, nous avons avec nous celui qui va nous dire, ou qui va dire, moi je ne le suis pas, qui va dire aux managers s'ils sont bons ou pas, comment être un bon manager. Mustafa Sqat, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la question, vous êtes entre autres DG et vous êtes spécialiste TRH. Voilà, RH, on dit. Voilà. Et à vos côtés, celui qui gère les grossesses et en particulier les grossesses à risque, c'est vous, docteur Hicham Ben Abbas Taji. Merci beaucoup d'être là. Merci vous avez sorti il y a très peu ce livre, Vos 1001 questions sur la santé de la femme. On aura l'occasion d'en parler également. Merci à toutes et à tous d'être là. Ça va, bien réveillé, en forme pour démarrer la matinée? On attaque. Alors, le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il y a sur la table du ftour? Dans pratiquement tous les foyers, c'est le harira très souvent, accompagné d'un œuf. L'œuf, c'est notre aliment de la semaine, c'est notre aliment star du mois et de la semaine. L'équipe s'y est penchée, on regarde en plus en détail ce que ça donne. Il y a bien sûr la grande question, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? Mais nous, commençons d'abord par découvrir de quoi elle se compose. La coquille, qui est son enveloppe fragile dont la couleur est déterminée par la race de l'espèce, le blanc, qui constitue les 2/3 du poids d'un œuf, le jaune, dont la couleur peut varier en fonction de l'alimentation de la poule, et les membranes, qui servent de protection contre les moisissures et les bactéries. Y a-t-il systématiquement un poussin en développement? Pas forcément. Cela dépend si la poule a été fécondée ou non par un coq. Quoi qu'il en soit, il en résulte l'œuf que nous consommons, soit en moyenne 185 œufs par an et par personne pour nous les Marocains. Excellente source de vitamines et de minéraux rares comme l'iode et le sélénium, il maintient le fonctionnement normal de la thyroïde et régule notre système hormonal. Très riche en protéines, il peut compenser une alimentation sans viande. Contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas source de mauvais cholestérol. Pour la maman enceinte comme pour le bébé, l'œuf est un aliment très nutritif et contribue à la croissance du cerveau. En cuisine, l'œuf se prête à toutes les formes de cuisson. En un mouvement tournant pour l'œuf poché, en 3 minutes pour l'œuf à la coque, sous feu doux pour un œuf brouillé ou cru dans un shaker protéiné pour les plus sportifs. Alors, qui a été le plus rapide, la poule ou l'œuf? Vous avez la réponse. La poule ou l'œuf, qui en premier? L'éternelle question existentielle. Personne n'a la réponse. Mais je pose la question quand même aux médecins. Est-ce qu'un œuf par jour, ça ne fait pas beaucoup quand même pour la santé? Ce n'est pas mon domaine, Oui. mais moi, je suis contre tout excès. Pas d'œuf ou trop d'œufs. Non, un œuf par jour, je pense que ça ne doit pas être mauvais. Pour la femme enceinte, c'est une bonne source de protéines? Oui, c'est une bonne source de protéines. C'est une source de cholestérol et le cholestérol est très important pour la constitution du bébé. C'est ça. Donc, le bon cholestérol, bien sûr. Le cholestérol, en général. On est toujours en train de revenir même sur le bon et le mauvais. C'est vrai? L'essentiel, pas d'excès. Pas d'excès. Voilà. Parfait. Bon, allez, on passe au... On oublie la nourriture un petit peu. Là, on va bosser. On y va. Allez, on y va.
Alors, justement, on parle très très souvent de l'importance du management, du bon manager, être un bon manager, mais est-ce qu'on peut savoir si on l'est véritablement ou pas? C'est vous qui allez nous montrer comment, nous montrer le chemin. Monsieur Mostafa Skat, vous êtes fondateur du cabinet RH Leadership et vous êtes coach de dirigeants. Mais juste avant, on regarde le commentaire d'une experte et on revient. Comment savoir que je suis un bon manager? C'est quand je suis capable non seulement de gérer la responsabilité d'une équipe, mais aussi quand je peux responsabiliser cette équipe tout en assumant les responsabilités de cette dernière. Plusieurs indicateurs peuvent nous permettre de savoir si on est un bon manager, comme par exemple quand l'équipe est présente, quand l'équipe est productive, quand elle se sent dans son élément, quand l'équipe ressent une satisfaction personnelle, quand je trouve du temps pour me consacrer à mon propre travail, à mes propres tâches. Là, je sais que mon équipe est devenue autonome, je sais qu'elle a plus développé un sens d'implication et qu'elle est capable de gérer les aléas. En conclusion, je peux savoir que je suis un bon manager quand je suis en osmose avec mon équipe et qu'ensemble, on peut réaliser de bons résultats. Alors voilà, on va essayer de passer ces différents points en revue avec vous, puisque on a l'impression, enfin en écoutant ça, je me dis que les indicateurs, c'est surtout l'équipe que l'on gère. Donc d'abord, est-ce que l'équipe est bien? Est-ce que l'équipe, il y a une bonne cohésion d'équipe? C'est ça, on va dire, la règle d'or du bon manager? Pour savoir qu'on est un bon manager, c'est regarder autour de soi? Forcément, parce qu'un manager déjà veut dire qu'il a une équipe à manager. Sinon, il aurait été un expert ou un médecin qui fait une fonction qui n'est pas liée peut-être à gérer l'équipe. La gestion d'une équipe est complexe parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et mettre en mouvement une équipe, et en mouvement, on va dire, pas en ordre dispersé, c'est aussi très important et pas évident. Donc maintenant, justement, dans le sujet, elle parle de responsabiliser tout en assumant la responsabilité. C'est ça. J'ai bien aimé la formulation parce qu'effectivement, quand on gère une équipe, on a une responsabilité par rapport aux résultats. Même quand on délègue pas forcément la responsabilité. Elle nous incombe à nous. Et donc, il faut faire en sorte à ce que des gens qui ne sont pas vous-même fassent ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas de problème avec votre responsabilité. Et l'indicateur, à mon avis, le plus important, c'est la mise en mouvement des équipes avec moins d'efforts. C'est-à-dire que plus on a cette capacité de faire autre chose que de suivre les tâches, plus ça montre que vous avez une équipe de plus en plus autonome, plus responsable, voire plus engagée. Que de suivre le quotidien, vous voulez dire? Que de suivre le quotidien suivre les tâches ou être derrière les uns et les autres. Très souvent dans nos missions, la première des choses qui nous est demandée, c'est la délégation. C'est-à-dire que vous avez des managers ou des dirigeants qui ont... dont l'entreprise a grandi, ou eux-mêmes ont pris des responsabilités plus importantes, que ce soit au privé ou au public, ils se rendent bien compte que de passer de 3 personnes à 10 personnes, c'est autre chose. Et du coup, la manière avec laquelle il interagissait avec 3 personnes, ce ne sera plus la même pour qu'ils puissent justement arriver à ces résultats avec ces personnes-là, parce qu'il peut très bien cumuler trois fonctions en même temps absolument. Et travailler à des heures impossibles, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, déjà, il risque d'avoir un burn-out, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, et on nous appelle pour ça. Et en même temps, il déresponsabilise les équipes. Ces équipes, ils sont embauchés pour faire des choses, du coup, ils se retrouvent à être des responsabilités. Mais lorsqu'en tant que manager, on hérite d'une équipe ou de plusieurs équipes existantes et qu'il n'y a pas forcément ce facteur confiance entre le manager et ses équipes, ça aussi, ça pose problème. Parce qu'il ne peut pas déléguer, enfin, ce manager, femme ou homme, ne peuvent pas déléguer dans un contexte où il n'y a pas de confiance, où il y a un manque de confiance. Alors forcément, la confiance est une condition sine qua non d'un bon management. Mais la confiance, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire que quand on vient dans une équipe, il y a quand même, en général, une préparation, généralement. Mais des fois, on se retrouve dans des situations où on a bombardé, on va dire, excusez-moi le terme, on bombarde quelqu'un, on parachute quelqu'un, sans pour autant lui donner un peu le temps de comprendre ce qui se passe. C'est ça. Alors, justement, c'est là aussi c'est un bon indicateur pour savoir si le manager est un bon ou pas. C'est qu'il va tout de suite
avec de l'empathie, de l'écoute et beaucoup d'intelligence émotionnelle, pouvoir capter très vite là où il doit agir dans cette équipe pour créer ou recréer cette confiance. Et très souvent, un changement de management est fait quand il y a eu des faillances, bon, pas toujours le cas, mais il y a eu des fois des changements de management parce que le management précédent n'était pas forcément le bon et que celui qui arrive, on espère de lui qu'il crée cette confiance. Alors, comment il la crée? Ben, il la crée, comme j'ai dit, par l'écoute, l'empathie d'abord, et par la mise en place très vite de règles communes à respecter. Et très souvent, on oublie que les règles sont importantes. Alors, moi, je me rappelle, il y a quelques années, une grande manager, cadre supérieur d'une entreprise, quand j'ai mis dans la proposition d'abord, réfléchissez à mettre en place des règles, elle m'a dit, moi je ne suis pas un dictateur pour mettre des règles. Les règles, ce n'est pas le propre des dictateurs, au contraire. Les règles, ça permet de réguler les actions des uns et des autres et mettre en place un cadre qui permet de pouvoir et communiquer et produire correctement. Et les règles, ce n'est pas forcément des règles qu'on impose, mais des règles qui sont d'abord des fois de bon sens. Et en même temps, on peut aussi faire participer les équipes là-dessus. Alors, vous êtes coach des dirigeants et on se pose souvent la question, est-ce qu'un dirigeant a besoin d'être coaché? On a déjà répondu à cette question, visiblement oui. Et en même temps, lorsqu'on arrive à ce statut de dirigeant, de PDG, de président, de directeur général, est-ce qu'il y a la remise en question? Est-ce que lorsqu'on arrive à ce statut-là, on se pose la question, est-ce qu'on est un bon manager ou pas? Ou bien ce qui compte, c'est finalement les résultats? C'est peut-être une erreur, quelle que soit la méthode. Alors, de toute façon, oui, je commence par la fin, si vous voulez. Je pense actuellement, celui qui pense que c'est les résultats qu'il faut et le reste est accessoire, va à l'échec à 100% et de plus en plus aujourd'hui, parce que la notion d'autorité elle-même a changé avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais pas vous en faire le schéma. Par contre, plus un manager sent qu'il a besoin d'un rafraîchissement, d'une remise en question, c'est qu'il peut déjà être rassuré avec lui-même qu'il est bon. Parce que le mauvais, c'est celui qui croit qu'il a tout compris, qu'il n'a rien à savoir, rien à développer. Parce qu'effectivement, surtout maintenant, et avec les générations, vous savez qu'aujourd'hui, entre 3 ans, moi j'ai vu des lauréats d'école, par exemple, de commerce ou d'ingénieur ou autre, de 2015 ou 2014, et j'en ai vu par exemple de ceux de 2018. Je peux vous assurer déjà, il y a une différence entre les deux. Alors qu'avant, il fallait une dizaine d'années pour marquer une génération de comportementale. La digitalisation, le mode de communication, la vie a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, même si on croit qu'on est un petit peu loin de ça, est lié aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le mode de communication des jeunes ou des moins jeunes change très très vite. Il n'y a rien qu'à voir les applications qui sont... Vous savez qu'aujourd'hui, moi, mes enfants, c'est en fonction des applications que je vois leur comportement changer. Entre Instagram, Snapchat, etc., on voit leur comportement changer. Ben, c'est pareil quand il s'agit de cadres qu'on recrute ou d'employés. Donc, il faut vraiment que le manager ait cette capacité de se renouveler continuellement. S'il n'a pas cette capacité, il aura probablement... Se renouveler tant du point de vue technique que la remise en question de l'individu, de l'homme ou de la femme derrière la casquette. Je parle sous le contrôle de tous les auditeurs, les téléspectateurs. Plus on monte dans l'échelle hiérarchique, c'est plutôt la partie comportementale et managériale qui doit évoluer. La partie technique, en général, on la délègue de plus en plus quand on va plus haut dans l'échelle. Alors, docteur Benabes, vous considérez aussi un manager quand on a un cabinet. C'est vrai qu'on pense à... M. Srad disait tout à l'heure, l'entreprise, c'est une chose, un cabinet médical, c'est autre chose, non? Non, un cabinet, c'est aussi une entreprise. Et vous avez à manager aussi des patientes, surtout dans mon métier, gérer les urgences. Vous savez, en gynéco, pour toute patiente, elle est urgente. Elles sont toutes urgentes. Mais il y a quand on est enceinte, surtout. Mais il y a toujours plus urgent. Il y a entre un arrêt cardiaque et quelqu'un qui saigne un petit peu et quelqu'un qui a un petit popo. Et donc, vous devez manager ces urgences. Je crois que maintenant, et je rejoindrai peut-être monsieur, c'est le stress dans lequel on vit. Et donc, tout le monde est stressé et tout le monde a besoin
et avec les réseaux sociaux on a besoin d'une information immédiate. Je crois que c'est ça, et donc il faut gérer. Fadel Al-Ghadi, vous aussi, vous êtes chef d'entreprise, mais je suis un mauvais manager. Je ne pense pas du tout, parce que vous avez monté vos projets au Maroc, en France, l'école à Salé. Toujours d'une façon artisanale, et heureusement, j'ai la chance que ma fille maintenant a intégré un peu l'entreprise, et elle a fait une école de commerce, donc je suis très contente que Nargis va reprendre le volet oui. stratégique. Voilà, parce que manager, je ne sais pas le faire. Mais créer, vous savez tellement bien le faire. J'essaye, oui. Bon, on va sur les questions. On va prendre une seule question, celle de Smaïl, qui vous dit, est-il inné d'être un bon manager? Est-ce qu'il y a des bons managers juste comme ça? Il y a des prédispositions, effectivement. Ouais. On rencontre beaucoup de gens qui, presque naturellement, ont cette capacité de communiquer très vite et de créer autour d'eux de la cohésion, de la motivation. Et ça tient un peu plus de leadership, c'est-à-dire que... Mais le management doit s'apprendre. D'ailleurs, on le dit, même ceux qui sont managers aujourd'hui ont toujours besoin de se renouveler. Il y a des plans de formation tous les ans pour certains managers, pour au moins reprendre au moins quelques principes ou évoluer sur des principes nouveaux de management. Mais il y a des prédispositions. Il y a des prédispositions. On va quand même sur la deuxième question, celle de Halima, qui vous dit « Mes collaborateurs me font souvent des compliments. Est-ce que cela veut dire que je suis un bon manager ?» Une bonne manager, on dit. Manageuse. Manageuse, voilà, une bonne manageuse. Manager avec E. Ça existe? Ça existe ou pas? Manageuse. J'en sais rien. Manager avec E. Il faut appeler l'Académie française. Moi, c'est pas ma langue, ma mother tongue. Oui, si d'abord c'est une bonne nouvelle qu'on lui fasse des compliments, il faut voir dans quel contexte, mais je suppose que c'est sur le boulot peut-être. Oui, les compliments, c'est quelque part, sauf si, quand c'est des compliments un peu hypocrites, mais il faut faire attention à ça aussi. Mais je pense qu'elle ressent ça de manière sincère, donc c'est pour ça qu'elle en parle. Quand c'est sincère, c'est un indicateur énorme. Parce qu'on dit toujours aux managers, n'attendez pas de vos collaborateurs de vous applaudir. C'est vrai. D'accord? Parce que sinon, vous êtes malade tous les jours. C'est-à-dire, n'attendez pas que vos collaborateurs vous regardent. Et n'attendez pas non plus que vos managers vous applaudissent. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire, on doit faire ce qu'on a à faire, d'accord, avec conscience et sincérité. Et après, les choses, ça vient par la suite. Si par contre, elle a déjà des signaux positifs de ses collaborateurs et de manière spontanée et authentique, c'est merveilleux. Super. Ben non, on va marquer une courte pause et on va attendre des applaudissements. Non, je rigole. Et on revient pour continuer notre émission. À tout de suite. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau d'On se dit tout sur Média TV. Je peux vous assurer que j'ai eu mes applaudissements off. Et puis on a continué la discussion justement sur la gestion, comment être un bon manager. Et il y a des sujets qui arriveront, qui seront programmés prochainement pour compléter la discussion. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mostafa Skrat, d'être là. On continue l'émission ensemble et on retrouve tout de suite notre femme inspirante de cette semaine. Fadel Al-Ghadi, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un petit peu aux quatre coins du monde. On a réussi à vous attraper lors d'un passage au Maroc. Alors, vous êtes styliste. Vous avez plusieurs magasins à Tanger, à Rabat, à Marrakech. Vous avez un showroom à Paris. Et puis, vous avez lancé il y a 2 ans, je pense. Oui, c'est la 3e année. C'est la 3e année, exactement. Oui. L'école de broderie à Salé. Vous allez nous raconter tout cela, comment vous faites de votre passion une implication et un travail citoyen. On regarde un portrait et on revient pour en parler. C'est dans la médina de Salé qu'est né le talent de Fadel Al-Ghadi. Sa passion pour la couture et la création commence dès l'âge de 10 ans, lorsqu'elle accompagnait sa mère chez les tisserands et dans les magasins de tissus. Très jeune, déjà elle participait à des ateliers de broderie lors de ses vacances d'été. Le choix d'une école de stylisme sera alors pour elle une évidence. Après l'obtention de son diplôme, elle installe un petit atelier chez elle et commence à créer. Elle tire son inspiration de son enfance et sa famille. Avec beaucoup de persévérance, elle convoite une renommée internationale. 2 rencontres furent déterminantes pour elle. La première, avec Yves Saint Laurent, qui lors d'un défilé de mode à Tanger, crut en son talent et l'encouragea à présenter ses créations à Paris, puis celle avec le photographe d'art italien Paul Turel, qui l'a aidé à organiser un défilé à Naples.
Fadel Al-Gadi, au-delà de ses créations, veille aussi à la transmission du savoir-faire et la protection du patrimoine. C'est ainsi qu'elle crée l'association Conservatoire des Arts de la Broderie de Salé, ainsi que l'école de broderie ouverte aux jeunes enfants dans cette même ville où son talent a vu le jour. Par cette démarche, elle marque également son attachement à ses origines en accueillant des hommes et des femmes des quartiers populaires pour leur apprendre le métier de la broderie traditionnelle marocaine. Elle encourage les jeunes à suivre leur inspiration, à persévérer, à savoir saisir les opportunités qui se présentent à eux pour pouvoir aller là où ils veulent aller sans jamais se décourager. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir en chair et en os. Merci. Moi, je suis une fan. Je crois que je vous l'ai déjà dit, on s'est vu à la radio à Médien il y a 2 ans, je pense, avec le lancement de l'école de broderie. Et justement, j'avais fait l'éloge de votre travail. Je voudrais qu'on revienne sur l'été et sur les ateliers de broderie. C'était très, on va dire, c'est ce qui se faisait avant. L'été, on occupait les enfants avec un travail manuel. On apprenait quelque chose. On disait pour les petites filles, par exemple, tout ce qui est tarz, tout ce qui est... voilà, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ça se perd. Et s'il n'y avait pas ça, est-ce que vous auriez pu un petit peu rentrer, faire connaissance, enfin, avoir ce contact avec cette passion ? Je pense pas, parce que, en fait, avant, c'était les habitudes un peu des mamans d'envoyer leurs filles dans les ateliers de broderie pour les occuper. Surtout que nous, on est issus d'un milieu très modeste, donc il n'y avait pas de vacances scolaires. Et le seul échappatoire, c'était les ateliers. Donc je ne vais pas dire que c'était une partie de plaisir, parce que j'avais 10 ans. Donc voilà, mais j'ai appris à côtoyer beaucoup de femmes qui font le tapis, la broderie, toutes sortes de broderies. Et aussi, dans ma famille maternelle, les femmes, elles étaient très manuelles. Elles brodaient beaucoup. Et avant, on préparait le trousseau de mariage. C'était un peu collectif. Toute la famille participait à préparer tout ça. Et du côté de mon père aussi, il y avait... comme il vient du Sahara, mes tantes, elles tissaient tout ce qui est la laine. Faisait des couvertures en laine. Donc j'ai évolué dans ce milieu un peu où les femmes brodaient, tissaient. Et après, je pense que ça a été le déclic. En fait, je ne vais pas dire que je l'avais à 10 ans, mais une fois j'ai eu mon bac, j'ai fait une école de mode à Rabat. Et c'était, je ne sais pas, c'était naturel de montrer un peu tout ce que j'ai appris quand j'étais enfant. Mais à l'époque, est-ce que c'était un petit peu valorisé, ce côté purement marocain ? Parce qu'il y a quelques années, on allait plutôt vers ce qui était occidental. On n'allait pas vers les origines, vers le patrimoine marocain, mais revisité, comme vous le faites actuellement. Est-ce que, dès le départ, au niveau national, au niveau du Maroc, votre approche a été comprise ? Enfin, moi, j'ai le souvenir que à la fin de l'école de mode, enfin l'examen, j'avais revisité, j'ai fait une robe contemporaine, mais avec un travail marocain. C'était le truc qu'on fait à la fin, je sais pas, mon examen, c'était le projet. Et après, par la suite, en fait, j'étais très timide un peu, et puis j'avais pas les moyens de faire ça parce que ça demande beaucoup d'argent. Mais quand j'ai commencé à faire quelques pièces par-ci, par-là, et surtout que j'avais beaucoup d'encouragement de la part des étrangers, donc voilà, petit à petit, j'ai pris mon courage suite à des rencontres magnifiques et je me suis lancée. Mais je ne vais pas dire que dès le départ, j'avais l'idée de faire ça. C'est ça. Mais vous n'aviez pas l'idée, mais ceux qui vous encadraient, les profs, est-ce qu'ils ont un petit peu... Non, pas du tout. C'est ça, par rapport à ce projet notamment. Parce que mon projet de fin d'année, c'était une surprise pour eux. C'est ça. Parce qu'à l'époque, tout le monde, même après, tout le monde essaye de faire des choses un peu internationales. Exact. Et le travail manuel, la broderie marocaine était plutôt pour les caftans et plutôt pour tout ce qui est art traditionnel de la table. C'est ça. Donc c'était pas, on va dire, le bienvenu. Non. Non, pas forcément. C'était une mauvaise note ? Non. Non, je sais oublié. Alors, vous avez lancé votre petit atelier, collection, et puis il y a eu des rencontres. Sans ces rencontres, est-ce que Fadel Al-Gadi aurait été Fadel Al-Gadi ? Non, je ne pense pas. Parce que j'hésitais beaucoup, je ne croyais pas en moi, je n'avais pas les moyens. Et voilà, quand j'ai rencontré M. Saint-Laurent,
c'était la plus belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui m'a donné confiance, qui m'a réconfortée dans ce métier, parce que j'avais commencé déjà quelques années, mais je pataugeais un peu. Et puis aussi, on a à peu près, on a la même sensibilité. C'est quelqu'un qui a utilisé beaucoup l'artisanat marocain. Mais celui qui m'a vraiment aidée, on va dire, il a été presque un mécène pour moi, c'est Paul Torel, qui est un photographe italien. Et c'était par hasard, c'est juste par curiosité. J'étais en vacances à Naples. Il m'a vu porter des vêtements, donc il a aimé. Vos vêtements? Oui. Vos créations? Oui, oui. J'essaye toujours de porter mes créations. Donc voilà, et puis il m'a demandé pourquoi je me lance pas, parce qu'il trouvait que c'était beau ce que je portais. Je lui ai expliqué que je démarre gentiment. Alors il m'a dit, dans 3 mois, je fais une expo et j'aimerais bien qu'on fasse une expo off pour vous. Et c'est comme ça que ça a démarré. Après, j'ai vu l'engouement des Italiennes pour ce que je fais et puis ça m'a donné... Mais vous avez mis combien de temps à dire « je démarre » ? Combien d'années ? Parce qu'entre le diplôme et... Non, après le diplôme, j'ai commencé tout de suite. Oui, tout de suite, j'ai eu mon petit atelier. Après, j'ai eu des circonstances personnelles. Voilà. Et je ne pouvais pas me lancer complètement. Donc, j'ai fait du prêt-à-porter, mais sans oublier ma passion. J'avais dans une petite boutique qui était normalement où j'étais censée présenter mes créations. J'avais de temps en temps quelques pièces que je faisais parce que je ne pouvais pas lâcher ça. Donc, ça m'habitait de faire des choses que je créais moi-même. Et que j'avais quelques expats à Rabat qui venaient, qui aimaient, qui appréciaient, mais sans plus. Mais en fait, j'ai mis, je crois, 7 ans pour démarrer réellement. Réellement, absolument. Alors, vous avez ouvert un showroom à Paris et des magasins ici au Maroc, Marrakech. Je suis un peu distribuée aussi à Londres, à Positano, à Genève. Mais vous avez plutôt une clientèle internationale plus que marocaine? Alors, au début, c'était... Est-ce qu'on vous trouve cher au Maroc? Je vais vous poser la question comme ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on se dit, elle est chère? Mais c'est pas cher quand on a le respect pour le travail manuel et quand on a le respect pour les artisans et quand c'est un travail, ça se paye. Et puis quand on utilise des belles matières et tout, parce que moi j'ai du mal à imaginer laisser un artisan travailler pendant des heures et des heures sur une étoffe, un tissu qui n'est pas de haute qualité. C'est ça. Pour moi, je trouve ça insensé. Donc quand on me trouve cher, bon... C'est pas grave. Je suis désolée, c'est pas grave. Mais alors, dites-moi, par rapport à l'école... Mais oui. je veux revenir à cela parce que c'est vrai qu'au début, ma clientèle, elle était plutôt internationale, plutôt occidentale et du pays du Golfe. Mais après, et grâce à vous, grâce à la presse marocaine qui m'a beaucoup soutenue, on va dire, et qui a beaucoup écrit sur moi, sur ce que je fais, maintenant, je vais dire que ça s'est équilibré. On est à 50-50. Les Marocains aussi, ils achètent mes créations. Alors, Fadel Algadi, on va aller sur ce besoin de transmission que vous avez eu. Lancer cette école, former des jeunes, souvent des jeunes défavorisés. Pourquoi vous avez eu peur de perdre ce patrimoine national? Oui, tout à fait. Parce que moi, quand vous savez, j'utilise beaucoup la broderie sur mes vêtements. Je n'imagine pas un vêtement sans qu'il soit orné par une broderie. Et donc, j'ai constaté, c'est vrai qu'il y a une perdition. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai bien réfléchi. Ce n'était pas du tout dans mon développement, je veux dire. Au départ. Je suis un mauvais manager aussi. Ce n'était pas prévu. Non, ce n'était pas prévu. Et il fallait que mais je me suis lancée. Je me suis dit, bon, il y a une urgence. Et le seul moyen, pour moi, c'est de former. Donc, c'est passé par la formation. Et du coup, voilà, j'ai créé cette école à Salé. C'est la 3e année. On a commencé par une classe. Maintenant, on a une 2e classe. D'accord. Voilà. Et c'est une formation qui dure combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc là, vous allez avoir votre première promotion. Oui, fin d'année. Fin d'année. Scolaire. Scolaire, oui. Et après, vous allez les aider pour les placer ou... Oui, bien sûr. Vous travaillez avec la marque directement? Non. C'est des jeunes qu'on va placer. D'ailleurs, il y a une forte demande. On a eu, je ne sais pas si vous savez, on a eu 2 jeunes filles qui sont parties faire un stage à l'école supérieure du Perret à Paris. Que vous avez accompagné, justement. Oui, que j'ai accompagné. Et puis le prestigieux atelier Montex de Chanel. Et ils étaient vraiment très appréciés. D'abord parce que
Il y a une forme de broderie ici au Maroc qu'en Occident, on ne connaît pas, on connaît peu. Et même cet atelier, ils étaient vraiment impressionnés. Et peut-être qu'ils penseront les intégrer plus tard, parce que Randa, comme vous savez, et les filles sont excellentes dans cette broderie. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les placer. Bravo en tout cas. Messieurs, on ne vous a pas entendu. Merci à vous deux. Bravo madame. Merci. Et bravo Yasmine de nous faire découvrir de telles merveilles. En voyant les images, en voyant ce que vous portez, en voyant les images, j'ai envie d'avoir une robe comme ça, enfin une veste comme ça pour ma femme, pour la femme. C'est très beau. Je fais pour moi aussi. Ben, Inch'Allah, Voilà. si j'ai les moyens de les acheter. Il vous taquine là. Mais bravo à toutes les deux. Ce qui me fait plaisir au premier lieu, c'est la valorisation du métier, des métiers. Au Maroc, on a longtemps dénigré les métiers, parce que le métier manuel. C'est ça. Alors que dans d'autres cultures, le métier manuel est presque sacré. Alors qu'au Maroc, malheureusement, alors qu'on a un gisement énorme, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit dans le design vestimentaire ou dans d'autres domaines, le métier, et là, d'abord, je vous félicite parce que l'action envers des jeunes pour pouvoir avoir un métier, et pas seulement de la manière la plus basse, parce que malheureusement, même les formations professionnelles, elles ne forment pas les gens forcément pour arriver à l'excellence. On les forme juste pour avoir un job, ce qui n'est pas tout à fait la même... j'ai senti ça, vous ne l'avez pas dit, mais on le sent. Puisque après, ils vont aller vers des horizons beaucoup plus prestigieux. Et pourquoi pas un jour, grâce à vous, madame, on aura peut-être des instituts d'excellence pour les métiers, et pour les métiers manuels. Et ça... Pour ce qu'on appelle les arts et métiers. C'est ça. Les arts et métiers, c'est plus de l'ingénierie. C'est plus de l'ingénierie. Mais c'est vrai que la notion de métier au Maroc, et moi je me suis toujours, parce qu'au Maroc, jusqu'à il y a 20 ans, si on n'était pas médecin ou architecte ou avocat, on n'avait pas de métier. C'est ça. Enfin, on était presque... Mais là, on voit que concrètement, on a des passionnés qui valorisent le métier au point de l'élever au niveau de l'excellence, et ça c'est très très oui, c'est pour ça que c'était très important de leur faire un lieu qui valorise ce qu'ils font et un lieu pour les séduire aussi, parce que vraiment au début, oui, être artisan, être brodeur, c'est pas valorisant. C'est ça. Mais après, quand il vient dans un lieu propre, où ils sont respectés, ils sont valorisés, ça leur donne des ailes et ils ont envie ils sont fiers en fait. Ils sont fiers, c'est ça. Alors au-delà du vêtement, il y a aussi le parfum. Oui. Il y a aussi le parfum. Et justement, ça c'est une téléspectatrice qui nous rappelle cette question. C'est Najwa qui vous dit, qu'est-ce qui vous a amené à lancer votre propre parfum, qui sent très bon d'ailleurs, très oriental comme odeur. Oui, c'est un rêve aussi ancien, comme le rêve qui a donné naissance à mes vêtements. Et puis, je pense que n'importe quel créateur, au bout d'un moment, il a envie de lancer son parfum, parce que c'est dans le rituel de la beauté. La femme, elle s'habille, elle met des accessoires, après, elle a envie de se parfumer. Donc, voilà, et aussi, je veux dire, c'est les souvenirs de moi dans la Médina de Salé. J'avais envie de traduire tous ces parfums du bois, de la laine, des épices, du thé à la menthe, de tout ça, j'avais envie de le traduire dans un parfum. Des projets à venir? La survie de mon école, ça je travaille beaucoup. Vous parlez de survie, c'est compliqué? Oui, c'est un peu compliqué parce que, comme vous savez, c'est une école que j'ai créée avec mes propres moyens. Et elle vit grâce à quelques dons et quelques mécènes. Et beaucoup grâce aux artistes aussi, que je salue, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup soutenu, tous les artistes marocains et quelques artistes internationaux aussi, en vendant leurs œuvres que j'arrive à financer cette école. Donc voilà, c'est très important pour moi. Comment on peut vous aider justement aujourd'hui, nous, à faire durer cette école? Citoyens marocains, médias... Faire des dons, ou parrainer un enfant, voilà. Parrainer un étudiant? Oui, un étudiant. Un étudiant. Alors, on a une autre question pour vous, justement celle de Raja, qui vous dit « Je souhaiterais apprendre l'art de la broderie, comment pourrais-je intégrer votre école ?» Alors, cette école a été réfléchie comme une école de la deuxième chance. Donc, elle est destinée à des enfants qui sont en échec scolaire et qui sont de situations précaires.
On leur apprend à apprendre un métier, on essaie de leur donner un métier et puis à préserver l'art de la broderie. Donc, si elle remplit ces critères, elle est la bienvenue. Mais c'est-à-dire, on peut pas, un jeune ou une jeune qui a son bac ne peut pas venir directement s'inscrire à l'école. C'est pas possible. Non. Mais pas pour le moment, mais peut-être moment. plus tard, comme il y a une demande. Mais je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais plus tard, peut-être on est en train de réfléchir à faire une classe payante pour un peu soutenir les autres classes qui ne sont pas payantes. Une classe payante et puis éventuellement, je vous donne peut-être une idée comme ça, mais éventuellement des ateliers l'été pour les enfants pour revenir à ce qui se faisait avant. Oui, tout à fait. Apprendre la broderie. C'est juste, il faut avoir le temps et les moyens. Donc, on est en train d'étudier. Donc ça, c'est à Salé. Oui. Il ne faut pas oublier Tanger, Marrakech. J'adorais dupliquer cette école un peu partout dans le Maroc, mais bon. Fès aussi. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Fadel Al-Ghedi. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et les messieurs avec nous sont, tout oui. Voilà. On continue avec autre chose. Okay. C'est pas facile de sortir du monde de Fadela. C'est à vous de nous entraîner maintenant, docteur Ben Abbas Taagi, dans un monde de femmes toujours, mais d'hommes aussi, puisque c'est une histoire de couple, les grossesses. On va parler de grossesse à risque avec vous. À tout de suite. Alors, docteur Hicham Ben Abbas Taagi, qu'est-ce qu'on qualifie de grossesse à risque? Nous allons voir en détail avec vous cela dans quelques instants. Mais juste avant, nos équipes sont allées rendre visite à une spécialiste de la périnatalité, Maysoun Rahmouni. Elle se charge de l'accompagnement et de la préparation à l'accouchement. Quels sont les besoins émotionnels des futures mamans pendant une grossesse à risque? On regarde et on revient. Je pense que c'est important, avant de parler de besoins émotionnels particuliers pendant une grossesse à risque, de rappeler que déjà, pendant une grossesse dite normale, les besoins émotionnels de la maman deviennent de plus en plus importants et c'est important de soutenir ces mamans-là dans le cadre d'une grossesse dite normale. La grossesse en elle-même vient avec toute une part de questionnement, de chamboulement, d'inquiétude, de stress, d'angoisse et tous ces sentiments-là vont être exacerbés dans le cadre d'une grossesse à risque. C'est une véritable épreuve physique et émotionnelle pour les mamans parce qu'elles vivent avec une peur constante de perdre ce bébé, d'avoir des malformations, d'avoir des répercussions sur leur santé ou sur la santé du bébé. C'est important que le corps médical se concerte et que plusieurs spécialistes entourent cette maman-là. Donc le gynécologue, un psychologue, éventuellement une nutritionniste en fonction du besoin, mais aussi le conjoint. Donc l'importance de la famille et de l'entourage va être d'autant plus importante parce que le besoin d'écoute à ce moment-là, en cas d'une grossesse à risque, est très très important. Et donc elles vont trouver cette écoute-là auprès de leur famille, mais aussi peut-être encore plus auprès d'autres mamans qui vivent la même chose et qui passent par les mêmes craintes, qui ont les mêmes questionnements, les mêmes inquiétudes. Et donc elles se sentiront d'autant plus soutenues s'il y a cet échange-là qui se met en place. Pendant une telle épreuve, recevoir un maximum de soutien va être quelque chose qui peut être aussi très positif et très constructif pour ces mamans-là, malgré les difficultés qu'une grossesse à risque peut engendrer et peut imposer. Et le soutien du gynécologue est très très important aussi, le sens de l'écoute. J'imagine que vous êtes vraiment sollicité par une future maman ou un futur couple qui vit une grossesse à risque, c'est ça? Énormément. Alors c'est quoi une grossesse à risque? En fait, toute grossesse peut être à risque. Et il y a quelque chose que je dis souvent et que heureusement qui était ancien, mais nos grands-parents et nos parents disaient « L'mrahamla, rjlif ad-dunya, rjlif l'akhra ». Donc il y avait tout. Heureusement qu'on n'est plus à ça. Ouais. Heureusement que grâce aux efforts du ministère, grâce à beaucoup de choses, la mortalité maternelle a baissé, la mortalité périnatale des bébés a baissé. Alhamdoulilah. Maintenant, quand une grossesse à risque, c'est soit un risque pour la maman, soit un risque pour le bébé. C'est ça. Et on peut les diviser ça par rapport aux 3 trimestres aussi. Il y a des risques particuliers au premier trimestre, des risques au deuxième, des risques au troisième et au risque au moment de l'accouchement. Maintenant, j'aime beaucoup ce que disait Mme Rahmouni, que je ne connaissais pas. Et justement, il y a plusieurs aspects dans cette grossesse. Les médecins, ils sont plus sur l'aspect technique ou scientifique, alors que ce côté émotionnel est là aussi. C'est pour ça qu'on a fait appel à elle. Et qu'on ne peut pas gérer tout. Parce que moi, on en parlait tout à l'heure dans les urgences, il y a des degrés d'urgence entre la bobologie, l'arrêt cardiaque ou la fausse couche ou quelque chose. Il y a différents trucs et tout est urgent pour la dame parce que le couple, c'est sa grossesse qui est. Alors, ce que je dirais, c'est important d'aller vers des professionnels de santé, pas forcément gynécologues. Il y a des sages-femmes qui savent suivre des grossesses. Il y a des médecins généralistes. Éventuellement, si la grossesse est particulièrement à risque,
eh ben, un gynécologue. Alors, quelles sont les grossesses qui démarrent d'emblée à risque? Vous l'avez dit, une grossesse peut être à n'importe quel moment à risque parce qu'il peut y avoir un problème, par exemple, de prééclampsie au troisième trimestre, enfin ce genre de choses. Mais qui démarre d'emblée une grossesse justement, compliquée? d'abord les âges extrêmes. Une grossesse jeune, chez moins de 18 ans, ou bien après 40 ans, il y a un risque particulier. Okay. D'accord. Les grossesses, les utérus cicatriciels, c'est-à-dire la femme qui a déjà été opérée une fois, voire 2 ou 3. Une césarienne? Une césarienne, okay. Césarienne ou fibrome, ça dépend, mais il y a un risque particulier. Après, une femme qui a déjà fait un antécédent de mort fœtale ou de prééclampsie, comme vous dites, ou de diabète gestationnel, tout cela. Une femme qui a déjà beaucoup d'enfants, ou bien qui vient d'accoucher et qui est donc encore avec un risque d'anémie. Donc il faut aller au premier trimestre. Il y a un risque très simple, je dirais un exemple. Moi, j'avais souvent, quand j'étais à l'hôpital, Tadji Sida, elle dit c'est mon mois, Hada Shahri, d'accord, mais si vous n'avez pas une date de grossesse, quand est-ce que vous êtes tombée enceinte? Je ne peux pas savoir quand est-ce que vous allez accoucher. Et est-ce que vous êtes au début de votre mois, à 37 semaines, ou bien est-ce que vous êtes à la fin de votre mois et donc peut-être en dépassement de terme? Et le dépassement de terme vous met à une grossesse à risque. Vous voyez, donc c'est important de suivre cette grossesse dès le début. Donc est-ce que toutes les grossesses sont à risque? Toutes les grossesses peuvent être potentiellement à risque. Les risques peuvent survenir à n'importe quel moment. Disons au premier trimestre, il y a surtout des risques pour la maman, mais parce que le bébé, il est encore petit, on le néglige un petit peu. Maintenant, les gens ne savent pas que 50% des grossesses tombent sans le savoir. Tout simplement parce que c'est-à-dire le fait que, vous savez, le développement d'un bébé, c'est des milliards de cellules qui se divisent. Il peut y avoir des erreurs dans cette division qui va entraîner des malformations chromosomiques. Et donc, la fausse couche, 10% des fausses couches sont cliniques. 10% des grossesses finissent par une fausse couche. C'est pas grave, vous faites une fausse couche, mais Inch'Allah, donc c'est possible de retomber. Mais les gens sont stressés par rapport à ça. Maintenant, le début de grossesse, il y a la grossesse extra-utérine. Vous êtes enceinte, vous êtes contente, vous vomissez, il y a un retard de règles. Mais patatras, après 2 mois, vous avez des douleurs et on découvre que vous avez une grossesse, que c'était en fait une grossesse qui n'était pas dans l'utérus, mais Mais on ne peut pas le découvrir d'emblée, dès le départ, dès qu'il y a, par exemple... On ne peut pas le savoir à 4 semaines, 5 semaines. Mais si vous venez jusqu'à 8 semaines, peut-être que c'est un peu trop tard. Donc, ma recommandation, c'est aller consulter précocement. C'est ça ce que je veux dire. Un autre exemple, je le dirais, juste anecdotiquement, sur un réseau social, je vois récemment une dame qui dit « Je suis suivie chez mon gynéco, j'avais prévu une césarienne programmée, elle a un utérus cicatriciel, elle a déjà été opérée, j'avais décidé d'une césarienne itérative et maintenant j'ai changé d'avis, je voudrais accoucher par voie basse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à mon rendez-vous ou est-ce que j'attends de rentrer en travail ?» Je vous assure, je l'ai lu comme ça sur un réseau social. Non, allez discuter avec votre gynéco qui vous connaît. Et les interlocutrices disaient quoi? Alors, il ne faut pas tenir compte des interlocutrices, je veux dire, parce que chacune va dire ce qu'elle veut. Mais moi, je dirais, je n'ai pas envie de recevoir à 4 heures du matin un utérus cicatriciel alors qu'elle a un bassin. Donc, elle peut changer d'avis, mais au moins qu'elle aille voir son gynéco et qu'il lui dise et qu'il lui explique non, il vaut mieux une césarienne parce que vous avez un bassin rétréci, parce que vous avez une mauvaise présentation, que non, jusqu'à, je vous dis, laisser l'entrée en travail spontanée. Pourquoi je vous dis les interlocutrices? Parce que justement, c'est aussi le danger des réseaux sociaux. C'est le grand danger. C'est que tout le monde devient spécialiste et tout le monde donne ses recommandations sans être forcément spécialiste. C'est un grand danger. Pour revenir aux grossesses à risque qui démarrent à risque d'emblée, les femmes aussi, vous avez parlé de cas particuliers, mais il y a aussi des pathologies chroniques. Hypertension, diabète... Tout à fait, justement, hypertension, diabète. Par exemple, un diabète. Un diabète, si vous êtes pré-diabétique avant la grossesse, il faut absolument corriger votre hémoglobine glyquée, le khzen. Parce que si vous avez une hémoglobine glyquée à 6,7, vous n'avez pas de risque de fausse couche. Si votre diabète est déséquilibré avec une hémoglobine glyquée à 7,5, 8, 9, vous doublez, vous triplez votre risque de fausse couche. Donc quelqu'un qui est diabétique, qui veut tomber enceinte, pas de problème, mais qu'il équilibre son diabète Combien de temps avant? 2 mois, 3 mois. 3 mois avant. Par exemple, quelque chose de très simple, prendre de la vitamine B9 pour diminuer le risque de fausse couche. L'anémie. Les femmes qui ont des grossesses fréquentes, par exemple, elle est retombée enceinte au bout de 3 mois, 6 mois parce qu'elle a eu une erreur de pilule ou elle a mal compté ou quelque chose, c'est important de prendre du fer dès le début. Il y a plein de risques il y a des risques qui sont connus, que justement le médecin doit évaluer au début de grossesse. Et après, il y a des risques qui sont méconnus, qu'on va suivre au cours d'un suivi normal de grossesse. Et il y a des risques au premier trimestre, il y a des risques au deuxième trimestre, il y a des risques au troisième trimestre, il y a des hypertensions artérielles gravidiques qui apparaissent, la prééclampsie, et qui peuvent être mortelles pour la maman et pour le bébé. Après, il y a le suivi de grossesse. J'ai une dame que j'ai vue hier qui avait eu un suivi, par exemple. Elle avait déjà fait une mort fœtale, mskina, et par exemple, elle avait
donc un bébé qui était jeune elle avait peur d'un retard de croissance. Ça, c'est une évolution mois par mois qui va nous permettre de dire ce bébé grandit bien ou ne grandit pas. Cette grossesse est potentiellement à risque. Mais c'est la surveillance qui va nous permettre de détecter que ça va, ou bien qu'il y a des anomalies, que le bébé n'évolue pas bien, qu'il faudra le sortir peut-être à 32-33 semaines. Okay. Un jour, j'ai eu l'occasion de sortir un bébé. La maman était hyper tendue. Il faisait 1,5 kg. Il y avait un retard de croissance. Elle était à 32 semaines. Et on se pose la question... 32 semaines, c'est quel mois? 7 mois 7 mois. 7 mois. Elle était dans son 8e mois. Et je me posais la question, et avec elle, faut-il le sortir parce qu'il est meilleur à l'intérieur, ou bien non, c'est trop dangereux de le laisser à l'intérieur, il risque de mourir, et donc le sortir. Attention, le sortir alors qu'il va nécessiter une couveuse, bien sûr. Mais ça fait des frais supplémentaires. Et pourquoi la couveuse coûte aussi cher? Parce qu'il y a tout, c'est pas juste le matériel, c'est l'environnement autour de la couveuse. On entend dire que, corrigez-moi, mais moi j'ai un chiffre en tête, on dit que c'est 10 000 dirhams par jour. Je ne pense pas, mais ça dépend des cliniques et ça dépend de tout. C'est une réanimation. Et ça dépend aussi du poids. Un 35 semaines n'est pas un 32 semaines, n'est pas un 30 semaines. Mais ça ne devrait pas être quelque chose, on va dire, de gratuit parce que... Ce n'est pas... Vous savez, rien n'est gratuit. La différence avec les pays industrialisés, c'est qu'ils ont une sécurité sociale qui prend en charge cela. Mais ça coûte. Si vous n'avez pas une prise en charge à l'étranger, vous y allez, vous payez bonbon. Je veux dire, c'est aussi... Il y a tout simplement quelqu'un qui paye pour cela. Et d'autre part, on en parlait tout à l'heure par rapport donc, aux gens, les artisans formés, pour la périnatalité, il faut des infirmières qui sachent spécialisées. Ce n'est pas n'importe quelle infirmière qui va venir piquer un bébé de 30 semaines ou 32 semaines. Est-ce qu'il y a la formation pour ? Il y a des centres d'excellence. Non, pas suffisamment. Il y a des centres d'excellence parce que c'est une histoire de moyens aussi. Alors moi, il y a un truc que je vois et qui me choque, et c'est peut-être c'est pas notre sujet, mais on aborde la question. Oui. Vous savez, des fois, quand on est dehors, on est pas loin des feux rouges, etc., enfin, n'importe où, il y a des hôpitaux, il y a des cliniques. Et moi, je vois souvent des infirmières en tenue de travail et en sabots de travail dans la rue. Et ça me choque parce que je me dis, ces tenues sont supposées être stérilisées ou propres. En tout cas, on ne peut pas marcher avec des sabots avec lesquels on rentre voir des patients, avec une immunité qui peut être... Je vais me faire des ennemis peut-être. Oui, moi aussi, je pense, mais c'est la vérité. Je vais vous dire, on n'est pas, personnellement... Mais vous l'avez déjà vu ou pas? Vous savez, quand on opère à l'hôpital et qu'on a des conditions qui sont des fois scabreuses, et vous avez une mouche qui rentre dans le bloc et vous êtes en train d'opérer, on s'en fiche, on relativise. C'est-à-dire, il y avait un proverbe français qui disait « on peut cracher dans un abdomen, il vaut mieux cracher dans un abdomen que souffler sur un os ». L'os est mal vascularisé et prend très facilement Mais ça veut dire quoi? Pour revenir à l'histoire des infirmières ou des médecins qui sortent avec leurs sabots et leurs... C'est pas normal. On On devrait respecter des normes dans les cliniques privées. En fait, on change. Vous ne rentrez pas dans le bloc avec vos sabots, avec vos trucs de la rue. Non, il y a des choses. Vous changez de chaussures. Dans les cliniques où j'opère, il y a les sabots que vous voyez classiques avec lesquels vous circulez dans la clinique, et il y a les sabots du bloc qui ne sortent pas du bloc. Non, il y a quand même des restes d'asepsie qui sont respectés. Il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Moi, je dirais, je reviens... Mais ce qu'on ramène de l'extérieur... Il y a des choses plus importantes. Il y a des choses plus importantes, et surtout quand on est passé à l'hôpital et après quand on est habitué à faire de la médecine de guerre. J'ai eu l'occasion d'opérer en Afrique, au Bénin, au Togo, dans des presque collés dans des salles de classe qu'on a transformées en hôpital. Et il y avait des conditions de travail, mais vraiment scabreuses. Et on arrivait et on n'avait pas vraiment d'infection. Donc, ce n'est pas vraiment le risque. On pèse toujours le risque par rapport au bénéfice. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Donc, je dirais, pour en revenir au sujet de la grossesse à risque, on est tout le temps en train d'évaluer ce risque. Il y a des grossesses qui sont potentiellement dangereuses, on le sait dès le début. Il y a des grossesses qui peuvent s'aggraver à un certain moment. L'accouchement aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je dis, les gens qui me disent « est-ce que j'accoucherai par césarienne ?» ou voix basse, je dis a priori à 90% tu accouches par voie basse. Ton bassin est normal, ton bébé est bien présenté, y a pas de problème. Mais attention, peut-être qu'il y aura une circulaire du cordon autour de son cou qui va faire qu'il va souffrir, qu'il ne va pas tolérer. Il y a plein de choses. L'essentiel, c'est d'être suivi
par un professionnel. Alors, docteur Hicham Ben Abbas Taagi, on a une question pour vous. On en a plusieurs, mais on n'en prend qu'une. Je rappelle juste que vous avez sorti récemment vos 1001 questions sur la santé de la femme, vos réponses, vos 1001 réponses pour nos 1001 questions. Ça s'appelle Essai de vulgarisation médicale de la gynécologie obstétrique. On aura l'occasion de revenir dessus, notamment sur les ondes de Média Radio. Alors, on a une question pour vous de la part de Houda, qui a 38 ans, qui dit « Ayant vécu une première grossesse difficile, est-ce que je risque de vivre une deuxième expérience compliquée également ?» Ça dépend de la difficulté. Qu'est-ce que c'est que la difficulté? Et de la cause aussi. De la cause. Et on peut espérer, est-ce que la cause est permanente ou pas? Est-ce qu'elle a une grossesse difficile parce qu'elle vomissait beaucoup? Alors, par exemple, il y a de la doxylamine, c'est un produit qui permet de régler à 90% les vomissements gravidiques. Est-ce qu'elle était dans quel contexte elle était? On en parlait tout à l'heure, le rôle du conjoint et de la famille est très important. Bien sûr, le soutien, il y a beaucoup de choses, etc. le soutien. Généralement, la deuxième grossesse et la troisième est plus facile et l'accouchement est plus facile. Mais c'est toujours des généralités, en termes de fréquence. Merci pour tout. Merci docteur, merci Mustafa Skrat et merci beaucoup Fadel Al-Ghadi. C'était un plaisir de vous avoir tous ensemble sur le plateau d'On se dit tout aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne en régie, sur le terrain également, à Tanger, à Rabat, à Casablanca. À très très vite sur les ondes de Média, sur Média TV. Au revoir.